voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur Radio Laser dans Voyage extraordinaire dans les sciences, une émission qui accueille des chercheuses, des chercheurs de toutes disciplines qui nous dévoilent leurs passions, leurs motivations, les motivations qui les guident, qui nous parlent de leurs travaux, de leurs rencontres, de leurs collaborations, de leurs projets, avec ce désir de transmettre tout ça, particulièrement vers les jeunes, que ce soit filles ou garçons, pour les encourager sur ces chemins. Je suis bien sûr avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Alors, tu es toi-même homme de lettres, bien sûr, puisque c'est grâce à la littérature que nous nous sommes rencontrés. Mais tu es aussi un chercheur à l'université de Rennes 1 et tu es internationalement reconnu pour tes travaux en imagerie médicale. Nous accueillons donc tous les deux Bruno Arnaldi. Bonjour Bruno. Bonjour Félix, bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Professeur d'informatique à l'INSA de Rennes, mais bien d'autres choses aussi, donc on le verra avec Jean-Louis tout de suite, qui est engagé donc dans des tâches et projets qu'il nous dévoilera en cours d'émission. Nous parlerons en particulier de l'aventure de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, je ne sais comment dire, mais on précisera tout ça en cours d'émission. Je te laisse la parole, Jean-Louis. Déjà pour dire que je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir Bruno. Ça fait quelques années que nous sommes rencontrés et toujours appréciés, je crois, pour des raisons simplement d'humanité et puis évidemment des intérêts partagés pour un certain nombre de sujets qui vont être abordés, je pense, aujourd'hui. Alors, Bruno Arnaldi, ça sonne pas très breton, ça, mais c'est de la Corse, c'est du sud de la France. C'est assez moyennement breton parce que c'est très précisément italien du Nord. Donc ça fait partie de l'émigration italienne. Absolument. Qui remonte à la guerre, alors juste avant la guerre. Les années 30. Donc, parce qu'on a eu des émigrations importantes en Bretagne, oui. En particulier d'Italie, mais aussi d'Espagne. Puis-je vous demander exactement de quelle partie de l'Italie du Nord, Bruno ? Côté grands-parents maternels, c'est Gênes et Parme. Oui. Et côté paternel, parce que je suis des deux côtés, c'est plus près de la frontière française. C'est une région que je connais très très bien. D'accord. Oui, il y a un centre d'intérêt de Félix pour le nord de l'Italie, qu'il fréquente de manière régulière tous les ans. Alors, en France, et où exactement ? En Bretagne ? L'arrivée, les études ? Ah oui. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement originaire des Côtes d'Armor. Côte du Nord à l'époque, puisque je. Là, évidemment, ça rapproche de ma famille. Absolument. Alors les Côtes d'Armor, c'est. Et moi, je suis guingampais. D'accord. Et donc, j'ai vécu 30 ans à Guingamp avant de migrer après mes études pour venir travailler à Rennes. Donc lycée de Guingamp ? Non, c'est un collège. Enfin, collège et alors ça, Saint-Brieuc alors ? Non, j'ai effectivement fait mes études. Toutes mes études secondaires à Guingamp, parce qu'il y avait deux établissements. Il y avait un lycée public et un lycée privé. Moi, j'étais du côté du lycée privé. Et c'est bien après que je suis arrivé à Rennes, évidemment. Donc finalement, la vie, c'était la vie en Bretagne ? Oui, absolument. Donc, toute ma famille mes grands-parents sont arrivés là. Toute ma famille s'est déployée. Ah, c'est toute la famille, c'est plusieurs générations qui sont arrivées. D'accord. Oui. Et donc, il y a eu une installation. Alors, ce qu'il faut dire, sur la région guingampaise, il y a eu un volet d'arrivée d'Italiens assez massive, si bien que toutes les entreprises de construction, carrelage, maçonnerie et autres, étaient presque toutes tenues par des Italiens. Donc il y avait une très très forte concentration d'Italiens sur la partie bâtiment. Donc une bonne partie de la Bretagne, finalement, a été construite par des gens qui venaient d'ailleurs. Ouais. Donc mes parents, mes grands-parents travaillaient dans ce domaine-là. Bon, alors les études, les parents étaient comme les miens, c'est-à-dire
il fallait que nos enfants fassent des études parce que comme ça ils auraient des beaux métiers, qu'ils auraient... Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai un parcours qui est non linéaire. Ah, c'est toujours intéressant, la non-linéarité. Absolument. Et ça va arriver, ça va me permettre en fait de déboucher sur le sujet qui nous intéresse, sur l'évolution de le sujet scientifique qui me passionne et qui te passionne aussi, hein, c'est l'image numérique. Et donc, moi j'ai fait des études jusqu'au bac que je n'ai pas eu. Et je suis allé travailler. Et donc j'ai commencé un petit peu à gagner ma croûte pour faire vivre une famille que j'avais déjà. Donc avec des enfants, etc. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, je reprendrai bien des études parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai passé le bac en candidat libre, que j'ai obtenu, ce qui m'a permis de m'inscrire à l'université de Rennes, en mathématiques. Et donc parce que c'est aussi un sujet qui me passionnait. Et en faisant ces études de mathématiques, il y avait de l'initiation à l'informatique à l'époque, avec quelqu'un que tu as dû connaître, Jacques Barré. Oui, bien sûr, c'est un ami d'ailleurs. Évidemment, donc un prof qui est capable d'insuffler des choses à des gens comme moi. Il va être très heureux de l'entendre, je comprends ça. Et donc, en tout cas, c'est un des profs qui m'a marqué, puisque c'est ensuite vers cette discipline-là que je me suis tourné. Et donc, j'ai ensuite fait licence, maîtrise, DEA, thèse en informatique, où j'ai rencontré encore après d'autres profs qui ont eu d'autres. Ça, c'est quelque chose parcours qui est très, très cher à Félix. Il pose la question généralement à tous ceux qui viennent participer à notre émission. Sur les rencontres qui ont pu se faire au moment des études avec des professeurs, parce que ça, c'est son expérience personnelle, et je dois dire que c'est aussi mon expérience personnelle. Donc, oui, que ce soit en littérature, donc ce qui est plus mon domaine qu'en sciences, il y a toujours, alors moi c'était un Bernard, il y a toujours quelqu'un comme ça qui ressurgit dans notre passé scolaire et qui a mis le feu, en fait. Alors, et donc, pour revenir à l'histoire sur l'image, parce qu'elle est intégrée dans ce parcours non linéaire, quand j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la photographie. Donc là, c'est l'image, mais pas numérique, évidemment, hein, c'est l'image argentique. Et de fil en aiguille, c'est un truc qui m'a passionné, qui me passionne toujours, j'en fais toujours, hein, depuis la nuit des temps maintenant. Et quand j'ai fait mes études, arrivé en maîtrise, t'as dû connaître ça parce que c'était une pratique assez courante qui continue et qui existe toujours, il y a un très gros projet de maîtrise à faire quand t'arrives en maîtrise. Et le M1 maintenant, évidemment. Et là, j'ai rencontré un autre prof déterminant, Cady Boitouche, qui me parlait de ses sujets de recherche, où il travaillait à l'époque avec le CCETT sur la synthèse d'images. Alors. Et là, ça m'a fait la connexion entre ce que j'avais comme hobby, que j'ai commencé à travailler dans mon parcours non linéaire, et quelque chose qui liait ce hobby à la partie purement informatique des choses, puisqu'il fallait générer des images synthétiques. Et là, j'ai mis les pieds dedans, enfin, le doigt dedans, la main, le bras, et j'y suis passé entièrement. Alors, on va voir justement comment les choses se sont passées. Alors, la synthèse d'images, parce qu'aujourd'hui, le vocabulaire est un peu différent, mais on peut... Parce que c'est quand même une sacrée aventure, hein, ce domaine. On peut peut-être essayer de définir la synthèse d'image telle qu'elle se faisait dans les années 70-80, mettons. Alors, dans les années 70-80, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est moins un problème puisque les techniques ont été presque toutes élaborées et il y a des progressions, mais c'est vraiment à la marge. Dans les années 70-80, les scientifiques de l'époque ont inventé un processus qui permettait de passer d'une représentation mathématique d'un objet, donc qu'on appelle le modèle géométrique sous-jacent d'un objet, à sa visualisation, c'est-à-dire qu'il passait d'un espace 3D de la représentation de l'objet à l'image qu'on affiche sur un écran. Et donc, ce processus-là, c'est des algorithmes qui font ces choses-là. Il y en a de différentes catégories, avec différentes propriétés, qui sont plus ou moins simples, plus ou moins rapides, plus ou moins riches, plus ou moins réalistes, avec, pour les connaisseurs, des algorithmes à priorisation, donc qui sont des tris, des algorithmes de type Z-buffer, qui sont aujourd'hui implémentés dans les machines en silicium, des algorithmes de lancer de rayons, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, et donc, tout ça sont des catégories d'algorithmes différents, mais qui partent d'une représentation mathématique d'un objet, avec son modèle géométrique dans l'espace 3D, vers une représentation 2D de points, qui fabrique l'image numérique. Avec entre les deux, quand même, un élément déterminant, qui est la localisation d'un observateur virtuel. On dit,
d'où on regarde l'objet. Et ensuite, on a des relations mathématiques qui lient tout ça pour calculer une image. Pour prendre peut-être un exemple simple, imaginons un cube qui est mis au milieu de la pièce, par exemple, et qui va être éclairé, éventuellement avec différentes lumières. Ce cube a des couleurs, il a des propriétés de surface peut-être, il va permettre de laisser rebondir des rayons de lumière. Comment tout ça se passe? Alors, comment ça marche? Alors, t'as brossé le tableau des éléments constituants. Donc, je reprends sur ta base. Le cube, c'est un objet qui a un volume, il occupe un volume et il a une surface. Si cet objet est opaque, ce qui va nous intéresser pour la synthèse, c'est sa surface. Donc, le modélisateur va représenter cet objet, ce cube, donc il y a 6 faces, par ce qu'on appelle des facettes polygonales planes, c'est-à-dire c'est des morceaux de plan inscrits dans un contour. Donc, on se retrouve à avoir des carrés. On a 6 carrés qui sont positionnés pour fabriquer la peau de l'objet. Et tu as raison, on va définir les caractéristiques du matériau vis-à-vis de la lumière. Alors là, les gens qui ont travaillé sur ces sujets ont eu une idée assez géniale et assez magique de considérer en pure approximation que les surfaces des objets vont être qualifiées comme étant des proportions, donc combinaisons linéaires, j'emploie des gros mots de temps en temps, de matériaux idéaux qui n'existent pas dans la nature. Premier matériel idéal classique, c'est la diffusion. Et un matériau qui est diffus, alors les gens peuvent se représenter un morceau de buvard blanc. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement diffus, quasi parfaitement diffus. Et donc, ce matériau représente une partie de ce que peut faire cet objet. L'objet peut aussi être ce qu'on appelle spéculaire, c'est-à-dire qu'il a une certaine caractéristique à réfléchir la lumière comme un miroir, et donc un miroir parfait est un modèle idéal, qui n'existe pas non plus. Et le troisième type de matériau, c'est la transparence. Et donc on va dire, sur notre cube, que les différents éléments de surface vont avoir un certain pourcentage de diffusion, un certain pourcentage de spécularité, et un certain pourcentage de transparence. Après, on va faire émettre des sources. Et donc, les sources, c'est de la lumière qui va venir arroser tout ça. Et l'algorithme va contenir ce qu'on appelle la capacité à calculer un modèle d'éclairement qui va traiter finalement de l'interaction entre le rayon de la lumière, enfin le rayon lumineux qui arrive sur l'objet, la surface de cet objet. Il y a une interaction. C'est l'électromagnétisme, donc c'est des équations dont je vais vous parler évidemment. Et le modèle d'éclairement est capable de nous dire combien d'énergie va revenir vers la caméra virtuelle. Et le processus de simulation en synthèse d'image, c'est généraliser cette chose-là pour l'ensemble des surfaces de la scène, pour l'ensemble des points de l'image qu'on cherche à calculer, et l'ensemble des sources lumineuses. Et c'est déjà un peu technique, mais on comprend que derrière tout ça, il y a des modèles mathématiques, géométriques, lumineux, et qu'il y a des algorithmes sans doute un peu compliqués, qui peuvent aussi demander, je pense, des temps de calcul qui ne sont pas négligeables. Donc, dans les années 70-80, il devait y avoir des synthèses d'images, pas en très grand nombre, je suppose, et puis peut-être des processeurs aussi particuliers qui ont été développés pour répondre à ces contraintes. Oui, alors, 2 peut-être anecdotes par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ma première image de synthèse, elle est assez intéressante à imaginer. Elle était basée sur un algorithme, qui est un algorithme intéressant, qui est l'algorithme de lancer de rayons, qui possède des caractéristiques intéressantes sur le plan des phénomènes lumineux qu'il est capable de traiter. Je ne vais pas beaucoup le décrire ici, c'est peut-être pas l'objet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais étudiant en M1 avec Cady Poitouche comme référent enseignant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le laboratoire qu'a l'IRISA INRI à Rennes, à l'époque, il n'y avait aucun écran capable d'afficher une image. Ça n'existait pas. On avait un très gros ordinateur qui était un Honeywell Bull, grosse machine, une seule machine pour le campus. Tout le monde était branché dessus, et les seuls écrans qu'on avait affichaient des caractères. C'était pas des points. Et on était bien embêtés parce qu'on travaillait quand même sur un algorithme de calcul d'image. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a quand même calculé notre image comme ça,
On a demandé à l'algorithme qu'on a produit de calculer l'image. Et pour l'avoir, on a fait un transcodage en niveau de gris entre la valeur en intensité du pixel, entre 0 et 255, traduit par un caractère. C'est un codage extrêmement réputé il y a des années. Et on voyait en reculant, parce que c'était imprimé après sur une feuille de papier avec une imprimante à aiguille, on reculait la feuille et on avait notre magnifique image qui était affichée et qui nous permettait de voir si notre algorithme marchait. Donc ça, c'était en 84. Donc en 84, il n'y avait pas, dans notre laboratoire, qui est un très gros laboratoire, aujourd'hui c'est une référence mondiale dans le domaine de l'image de synthèse en particulier, et de la réalité virtuelle entre autres, il n'y avait pas d'écran en mesure d'afficher ce qu'on produisait, ce qui est totalement étonnant. Donc autant vous dire qu'on était un peu précurseur. Alors, en parallèle de ça, deuxième anecdote, c'est que Caddy travaillait avec une équipe du CCETT, donc qui est le CCETT, c'est le Centre commun d'études en télévision et télécommunications, oui, qui était basé à côté du campus de Beaulieu. Oui, et laboratoire commun France Télécom TDF, dans lequel énormément d'innovations sur plein de sujets, Minitel entre autres, ont été travaillées. Mais il y avait une équipe qui travaillait sur la synthèse d'images, qui était pilotée par Pascal Leray, et qui développait depuis quelques années des machines spécifiques. Alors comme on a compris, la création d'une image numérique à l'époque de synthèse, les calculateurs étaient assez peu puissants en fait, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il fallait développer du matériel spécialisé, donc du hardware fait à façon, pour produire des images en temps réel. Sinon, les calculateurs n'étaient pas capables de le faire. Et donc l'équipe de Pascal Leray travaillait sur deux projets. Un projet porté par lui-même, Pascal, qui consistait à développer une machine dédiée Z-Buffer, donc pour des images simples mais ultra rapides, et en temps réel en particulier, genre un calcul d'image en 50 millisecondes. C'est très peu 50 millisecondes, donc fallait le matériel dédié. Et une deuxième partie de l'équipe qui travaillait sur une machine lancée de rayons, qui est une technologie beaucoup plus évoluée, donc calcul beaucoup plus lent, mais avec des images d'une qualité nettement meilleure. Donc ces deux équipes ont travaillé sur ce genre de sujet, fin des années 70, début des années 80, ce qui est assez précurseur dans le monde. Il y avait très peu d'équipes à avoir ces caractéristiques de développer du matériel pour ce genre de choses. Est-ce que Rennes, à cette époque-là, faisait partie justement des centres un peu leaders dans le domaine ? Oui, c'est comme je dis, très peu d'endroits dans le monde. Rennes faisait partie de ces endroits, et donc avec des compétences tout à fait particulières et tout à fait significatives. Je donne juste une idée pour que les gens puissent comprendre le côté un peu singulier de l'impact rennais sur le domaine. Dans le domaine de la synthèse d'images, et pour les scientifiques, il y a un congrès mondial qui s'appelle SIGGRAPH, qui est l'endroit dans lequel les gens publient au plus haut niveau. L'équipe du CCETT, et en particulier Christian Bouville et Roger Brusque, ont été les premiers Français d'une équipe française à publier là-bas, donc en 85 de mémoire. D'accord. Et donc c'est quelque chose quand même qui est significatif, quoi. Ils étaient vraiment à la pointe mondiale. Je rappelle, si vous prenez l'écoute maintenant, que vous êtes sur Radio Laser dans un voyage extraordinaire dans les sciences, une émission de Jean-Louis Coatrieux, en codiffusion avec Unidivers, le web culturel breton. Notre invité d'aujourd'hui est Bruno Arnaldi, professeur d'informatique à l'INSA, et nous l'entendons, bien autre chose. Juste alors une question naïve. Dans les débuts, ça fait une 50aine d'années que ça fonctionne. Dans les débuts, il y avait un peu de bricolage et de choses pas prévues dans vos résultats ou... Oui, fatalement. Fatalement, oui. Oui. Des approximations, certainement, pour pouvoir répondre à un certain nombre de contraintes. Le terme bricolage, à la fois, il me plaît et il me plaît pas. Bon, mais je vois exactement de quoi vous parlez. Donc, en gros, et Jean-Louis l'a précisé, et je reviens à la source. Quand on veut faire de la synthèse d'image,
Le propos, c'est de simuler ce qui se passe dans la nature, et en particulier toute la propagation de la lumière, l'interaction de la lumière avec les objets, et le recueil des fameux résidus vers un observateur. Simuler ce qui se passe de manière physique, avec une précision physique, est quelque chose qui est d'une complexité effroyable. Parce qu'il se passe des choses dans les substrats du matériau, ça se passe à un niveau atomique en fait, donc c'est très 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 compliqué. Et on ne peut pas imaginer le calculer en un temps raisonnable, ni en temps réel a fortiori. Et donc les scientifiques à ce moment-là sont obligés de connaître ces phénomènes, donc c'est-à-dire d'étudier quelle est la physique sous-jacente du transport des ondes électromagnétiques, des interactions, etc. Donc bien avoir à l'esprit les mathématiques et la physique sous-jacente, les contraintes de calcul temps réel en face, et les capacités des machines de l'époque, et ensuite, comme tu l'as dit, faire des gros compromis, en disant, ce truc-là, c'est un truc que je vais pas pouvoir traiter, il va falloir que je l'approxime par quelque chose. Et je vous ai parlé tout à l'heure de quelques éléments de type approximation, c'est des modèles idéaux. On va considérer qu'on a 3 phénomènes essentiels, qui ne représentent pas la totalité des phénomènes. On va les modéliser de manière très idéaux, donc simplifiée. Et ensuite, on va les combiner. Et ça, c'est un processus qui est assez classique de modélisation, d'approximation et d'optimisation. C'est pas tout à fait du bricolage. Oui. Vu de l'extérieur, ça peut le paraître. Oui, tout à fait. Oui. C'était une question naïve. De ma part. Non, mais je crois qu'elle est intéressante. Très importante. Elle est intéressante. C'est quelque chose d'assez général en science. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans la physique même de beaucoup d'éléments, tu t'aperçois de la complexité. Et en fonction de ce que tu veux faire, tu es amené à réduire cette complexité. En sachant parfaitement ce que tu réduis et ce que tu perds. C'est ça qui est important. Oui. Hein, c'est de réduire, mais en sachant qu'on réduit, qu'on approxime, qu'on perd quelque chose. C'est ça le volet qui est important par rapport à ce qu'on pourrait caricaturer autrement. Donc c'est un bricolage contrôlé dans une certaine mesure, et tu as tout à fait raison de le dire. C'est pour ça que le terme à la fois il me plaît pas, parce que c'est un peu ça quand même, mais avec quand même la partie processus scientifique et démarche scientifique qui fait que on va dans une direction pour une bonne raison et pour faire quelque chose de tout à fait précis en ayant connaissance de ce qu'on a fait. Oui, d'accord. Mais par contre, tu as raison, il a pris un exemple tout à l'heure, Bruno, en disant que pour représenter l'image, on utilisait une succession de caractères. Alors ça, nous, on l'avait fait aussi à l'époque pour des images scanners. Ça, c'est un bricolage. Oui. Parce que tu n'as pas de moyen de représentation, tu vas trouver une manière de le faire pour restituer quelque chose que tu dois voir, quoi. Donc là, il y a un aspect bricolage. Parce que le bricolage a des côtés tout à fait intéressants parfois. Oui. Sans doute. Oui. Alors, là, on était à la synthèse d'images, on était dans les années 80. On peut faire un grand bond dans les années 2020, mais il y a peut-être quand même des périodes qui ont été un peu clés sur le chemin. Oui, alors, en essayant de donner un peu des étapes intéressantes, une fois que les gens se sont arrangés entre eux pour être capables de dire on a fait un peu le tour de la question sur l'algorithmique de génération d'une image de synthèse, même s'il y a toujours eu des progrès de manière continue quand même jusqu'à maintenant, mais on a les grandes classes d'algorithmes qui ont été posées assez tôt, dans les années 70 principalement. À partir du début des années 80, les gens se sont intéressés et se sont dit une chose tout à fait évidente, et si on mettait les images numériques synthétisées les unes derrière les autres, avec des mouvements dans la scène, ça fait de l'animation, ça. Et donc il y a eu un grand développement, même si aussi ces éléments-là ont été travaillés dans les années 70 par des précurseurs, on a eu beaucoup d'activités dans le domaine de la mobilité finalement dans cette scène, c'est-à-dire faire des objets qui bougent, donc pour produire des animations de synthèse. Et donc là, le propos n'est plus le problème du calcul de l'image elle-même, mais les différentes méthodes qui vont permettre de faire bouger les objets dans la scène avec des éléments plus ou moins réalistes et des choses qui vont être capables de parler à des personnes qui vont regarder. Mais là, c'était pas forcément lié au cinéma d'animation, à ces choses-là. Si, ça l'était déjà. C'était directement oui, c'était déjà du cinéma d'animation, c'était déjà des effets spéciaux, c'était déjà ce genre de choses. Et déjà aussi les prémices de l'interaction. Parce que
faut bien comprendre qu'il y a deux grandes classes d'usage des images animées. C'est ce qu'on appelle le hors-ligne, où on fait des calculs a priori qu'on stocke sur des ordinateurs et qu'on assemble après pour faire un film qu'on rejoue. Ça, c'est le hors-ligne. Et là, il y a le en-ligne qui consiste à dire je mets un utilisateur dans la boucle qui interagit en direct avec quelque chose qui va bouger devant lui et sur lequel il va avoir un effet. C'est ce qu'on appelle l'interaction. Et là, ça nous amène à la réalité virtuelle, évidemment, qui est le sujet qui aujourd'hui me passionne. Et alors sur ce chemin-là, on voit bien donc le pas vers l'animation, vers des séquences animées. Est-ce qu'il y a eu encore des étapes intermédiaires avant d'arriver à ce qu'on appelle la réalité virtuelle aujourd'hui ou Non, parce que si on regarde d'un point de vue purement historique, les travaux ont été relativement parallèles sur l'animation avec un grand développement et l'interaction avec un grand développement pour la bonne raison. C'est que c'est des technologies différentes qui ont été développées en parallèle. Il faut bien comprendre que si on veut faire de l'interaction avec un environnement virtuel, par exemple, bouger un cube dans l'espace 3D, il faut des dispositifs pour le faire. Il faut des capteurs, il faut des effecteurs, il faut un certain nombre de choses. Et là aussi, il y a eu un développement. Oui, là, on va essayer de préciser un petit peu toutes ces choses-là. Une définition de la réalité virtuelle, justement. Volontiers. On va retrouver les mots-clés que tu viens de prononcer, je crois. Oui. Et c'est important pour les auditeurs, je pense, de bien saisir le sens des mots, comme après, d'ailleurs, la notion d'immersion. Tout à fait. Je crois que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, première précaution oratoire, j'ai l'habitude de dire que s'il y a 2000 chercheurs en réalité virtuelle, il y a à peu près 1999 définitions de la réalité virtuelle. Donc, il n'y a pas... Et c'est vrai pour immersion, présence et autres. C'est des choses qui ne sont pas totalement universellement figées dans le marbre. Et il y a des bonnes raisons. C'est-à-dire que faut pas comprendre et il faut pas penser que ce que je dis, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule définition qui serait la bonne, la mienne, et les autres seraient pas bonnes. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où il y a des points de vue. Et chacun peut avoir un point de vue légèrement différent de son voisin, tout simplement parce que ses sujets de recherche ne sont pas les mêmes. Et donc, pas mal de définitions sont un petit peu point de vue dépendants. Moi, j'en parle assez fréquemment et de manière assez simple, genre des définitions théoriques. Il y en a, vous en trouverez en particulier dans le traité de la réalité virtuelle, qui regroupe plein de définitions, qui est un ouvrage accessible gratuitement en PDF. Et une de mes définitions assez grand public, c'est de dire que c'est la capacité de donner à un utilisateur le fait d'interagir en temps réel avec un environnement virtuel, souvent 3D, mais pas que, qui va lui permettre de vivre une expérience sensorimotrice réelle. Alors là, il y a un truc qui est assez intéressant, que les gens n'ont pas toujours à l'esprit, qui est que dans la réalité virtuelle, comme son nom l'indique, l'environnement n'existe pas. L'environnement 3D avec lequel on interagit est une pure virtualité. Par contre, l'utilisateur en interaction, il va vivre une expérience sensorimotrice réelle. Quand il voit une image, il la voit, vraiment. Quand il agit dans l'environnement avec sa chaîne musculo-squelettique, il agit vraiment. S'il marche dans l'environnement virtuel, il peut marcher vraiment. Donc l'expérience sensorimotrice est réelle. Ça, c'est important. Alors, sensorimotrice, on peut peut-être préciser ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire que, globalement, l'utilisateur, vous, moi, Félix, quand on est dans un environnement, on perçoit l'environnement qui nous entoure. Ça, c'est la capacité sensorie. Et on agit dans cet environnement avec nos capacités motrices. Et ça donne une expérience. Quand je prends un objet et que je le soulève, je le vois, je le sens, je le perçois, etc. Ça donne une expérience sensorimotrice. Ce que je dis, c'est que dans le virtuel, on l'a, cette expérience. Et les gens n'ont pas toujours cette sensation de cette expérience réelle, finalement. Ce qui voudrait dire que si on soulève quelque chose, on sent le poids. On peut. Ça, dans notre laboratoire, on travaille sur ce qu'on appelle le retour d'effort, qui est ou la restitution haptique, qui est une manière de percevoir la physique, donc le poids, le contact, les collisions. Quand je tape sur un objet, moi je le sens là physiquement parce que je suis présent devant vous, mais je peux reproduire ça en virtuel sans aucun problème. Et évidemment, c'est bien de ça que je parle, c'est une expérimentation sensorimotrice réelle. Donc avec la vue, l'ouïe, le toucher, la capacité à se déplacer. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vivre un peu pour le croire. Alors je vais vous donner une autre expérience, parce que quand on parle de définition, il y a
Tout de suite après la réalité virtuelle viennent deux termes, dont tu en as parlé, tu as évoqué un, Jean-Louis, qui est l'immersion. Alors qu'est-ce que c'est que l'immersion ? C'est le fait, c'est un état psychologique, perceptif et mental d'un utilisateur qui est plongé dans un système pour lequel les stimuli qui lui arrivent sont virtuels. Donc en particulier les éléments de type réalité virtuelle, et la technologie de la réalité virtuelle est un élément qui est favorisant pour placer un utilisateur en immersion. Je rappelle quand même que la technologie dont je parle là, elle n'est que favorisante. Pourquoi ? Si on prend quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, les ados ou autres, ils n'ont pas forcément des écrans gigantesques comme nous on peut avoir au laboratoire, un petit écran d'ordinateur ou un portable, etc. Ça peut suffire. Et vous savez comme moi qu'il peut s'immerger dans le jeu. Donc la technologie n'est pas absolument nécessaire. Elle peut paraître favorisante, mais pas nécessaire. Un autre élément que ne contredit pas la définition, c'est un livre. Quand on lit un livre qui nous inspire et sur lequel on est extrêmement atteint par le discours du livre, on peut s'immerger aussi dans un livre, évidemment. Donc l'immersion, il y a la technologie de réalité virtuelle qui permet de le faire, et effectivement, c'est pas le seul moyen. Alors, il y a des termes aussi qui ont été utilisés et qu'on entend parfois dans le monde des médias. Il y a ce que mentionnait tout à l'heure Félix, il y a ce qu'on appelle la réalité augmentée. Oui. Alors c'est une étape intermédiaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être avant de parler de réalité virtuelle, un élément qui est déterminant aussi, dont on peut entendre parler dans la littérature, même grand public sur le sujet, c'est la présence, qui est un grand sujet sur la réalité virtuelle. Et je vais donner une anecdote après avec une expérience pour vous montrer de quoi on parle. La présence, c'est encore une perception humaine de l'utilisateur quand il est face à ce genre de dispositif, dans lequel il va oublier que l'environnement qui lui est proposé est purement virtuel, ce qui va le conduire à agir comme dans la réalité. Alors je pense que la majorité des gens qui m'écoutent là, comme j'ai pas d'illustration à proposer et que on n'a pas toujours une idée très claire de cette question, se demandent comment est-ce possible. Alors je vous donne juste une expérience qui est un grand classique de la réalité virtuelle et de la caractérisation de la présence. Vous prenez un environnement immersif de qualité, genre casque ou espace grand écran, comme on peut avoir au laboratoire, et vous mettez un environnement virtuel dans lequel il y a un trou, avec quelque chose qui représente du vide. Et vous mettez une passerelle virtuelle, qui représente une planche, genre un peu plongeoir de piscine. Vous dites rien à l'utilisateur, et vous lui dites explorer l'environnement. Donc l'utilisateur a vu l'environnement dans lequel il était, qui était éteint. C'est-à-dire s'il a un casque, il a vu qu'il était dans une pièce avec un sol. Il l'a vu avant de mettre le casque. Quand il est dans Immersia, il a vu qu'il y a un écran au sol. C'est du dur. Et vous le laissez faire. 99% des gens vont rester sur la planche. À aucun moment, ils vont se décaler pour se mettre à voler. Alors que dans leur cerveau sait que le sol est quand même solide sous leurs pieds, aucun ne franchira le pas, ou très peu. Et là, on commence à atteindre ce qu'on appelle la présence, où effectivement, l'effet de l'environnement est tel que l'utilisateur agit dans cet environnement comme il agit dans le réel. C'est là que c'est intéressant. Oui. Ah, c'est assez fascinant. Oui. Et des expériences comme ça, il y en a des milliers. Un peu, non ? Oui et non. Parce qu'après, c'est comme toutes les technologies, tout dépend de ce qu'on en fait. Oui. Donc, ce qui est effrayant, c'est pas la technologie elle-même ou la science qui a permis de l'obtenir, c'est l'usage qui peut en être fait, qui, elle, de temps en temps. Et là, oui, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, tu évoquais la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, évidemment, partage un certain nombre de concepts fondamentaux, de principes, d'algorithmes, de dispositifs avec la réalité virtuelle, à un détail près. C'est que le support majoritaire, c'est le vrai, c'est le réel. Et donc, en gros, en essayant de définir ce qu'est la réalité augmentée, c'est le fait d'ajouter sur un environnement réel des informations qui sont synthétiques, qui peuvent être 2D, 3D, ND, et globalement, ça va participer à l'augmentation, justement, de cet environnement réel. Majoritairement, ça c'est un truc qu'il faut aussi avoir à l'esprit, les applications de réalité augmentée servent principalement à augmenter la performance de l'utilisateur dans des prises de décision.
quel que soit le domaine. Globalement, les informations qu'on va lui amener, être contextuelles, objets 3D qui n'y étaient pas, etc. Tout ça, c'est pour qu'il prenne une meilleure décision. Dans certains cas, c'est une décision d'achat. Quand on veut un meuble dans son salon, en réalité augmentée, on va voir ce meuble apparaître dans son propre salon. Ce qui va nous permettre de décider si on achète ou si on n'achète pas. Avec un petit peu plus d'informations. Ça, c'est un côté purement marchand. Après, il y a des éléments qui sont aussi de nature, ludique ou pratique, avec de la formation à la maintenance dans un bloc moteur dans lequel on présente des informations sur ce qu'on doit faire. Et là, c'est peut-être plus opérationnel. Mais les applications, après, comme on dit, c'est ce qu'on en fait qui va qualifier si c'est intéressant. On va y revenir sur les applications, mais tu as peut-être des questions, comme tu dis, naïves. Non, alors ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est quand même ce lien entre le livre, l'objet basique, et effectivement, les amateurs de littérature, les lecteurs savent ce que c'est que d'être immergé dans un livre, et tous ces environnements virtuels dont vous nous parlez. Je trouve que c'est assez fascinant, ce lien. Le lien, en fait, il est extrêmement clair, c'est le cerveau. Oui. C'est le cerveau qui fait le boulot. Parce qu'à un moment donné, le livre permet au cerveau d'avoir des imaginations sur un environnement, et les images, on les voit, et au moment où on y est, elles sont quasi réelles aussi, même si ça passe pas par les yeux. Les images, elles sont dans le cerveau. Là, avec la réalité virtuelle, on a une espèce de raccourci, parce qu'on fabrique une image qui est vue par l'œil, qui est transmise, etc. Et c'est un peu le même procédé dans une certaine mesure. Sauf que c'est beaucoup plus opérationnel, un peu plus poussif, parce que c'est moins imaginatif, quoique. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'environnement était fatalement 3D, des fois il l'est pas. Des fois il est assez particulier. Là, j'ai 2 expériences à vous relater qui sont aussi un peu intéressantes sur des applications de réalité virtuelle. Un peu originales. Tout le monde connaît la relativité d'Einstein et le fait que physiquement... Plus ou moins, mais bon, je pense que... Mais tout le monde sait que quand on approche de la vitesse de la lumière, la physique habituelle est un petit peu bousculée. Et donc on a des réactions différentes. Et évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas expérimenter sous nos latitudes. On peut difficilement l'expérimenter parce que c'est difficile d'aller à cette vitesse. En virtuel, on peut très très bien approcher la vitesse de la lumière. Alors comment on l'approche ? Tout simplement en implémentant comme loi du monde, non plus les lois habituelles que l'on a, mais les lois de la physique imaginée par Einstein, et donc la relativité. Et si on fait ça, on peut se retrouver à expérimenter physiquement les collisions dans un environnement de la relativité, donc qui ne réagissent pas du tout. Les conservations d'énergie sont pas les mêmes, donc les objets réagissent pas de la même manière. Et le fait, qui est assez piquant quand on y réfléchit, que l'utilisateur voyage à une vitesse qui est proche de la vitesse des photons. Si bien que l'image n'est plus la même non plus. Elle est distordue, parce qu'il y a des déformations. Et donc moi, je me suis amusé sur des applications qui ont été faites par des étudiants chez des collègues à Paris, au LIMSI en particulier, ou même à l'INSA de Rennes, à jouer par exemple à du billard relativiste. Alors j'aime autant vous dire que je suis mauvais au billard normal, je suis encore plus mauvais au billard relativiste. Donc c'est quelque chose qui est très très étonnant. C'est une expérience. Et il faut penser que la réalité virtuelle permet de faire ce genre de choses. Alors, que ce soit utile ou pas, ça c'est une autre question. Mais je trouve conceptuellement intéressant. Deuxième exemple, s'il y a des mathématiciens qui nous écoutent, ils vont tout de suite piger le truc. Dans les objets mathématiques, il y a des choses qui passionnent certains mathématiciens. C'est ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes. Et ça, c'est pareil. Les géométries non euclidiennes sont des objets mathématiques étranges. Et je travaille aujourd'hui avec un mathématicien de l'IRMAR, Rémi Coulon, qui est un grand spécialiste mondial des géométries non euclidiennes, avec lequel on travaille sur la visualisation de ces géométries non euclidiennes. C'est totalement, futuristique aussi comme truc. Et c'est passionnant. Là, tu ouvres des mondes qui sont extraordinaires, là. Ah oui, absolument. Oui. Là, parce qu'on n'est plus dans ce qu'on connaît, je dirais, dans notre vie quotidienne, ou dans ce qu'on peut apprendre à l'école, disons, dans les jeunes années.
Alors, là, tu as pris des exemples, c'est magnifique d'avoir des exemples comme ça. Les applications, quelques mots sur les applications, je dirais, bon, on en voit en architecture, on en voit... bon, Félix sera évidemment très intéressé sur le côté artistique, mais il y a peut-être des domaines sur lesquels vous travaillez actuellement qui sont aussi un peu étranges, un peu particuliers, disons. Oui, particulier, oui. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, et là, effectivement, qu'il y a quelque chose sérieux, c'est-à-dire un petit peu moins exotique que les deux exemples ou les quelques exemples que j'ai montrés tout à l'heure. On travaille beaucoup dans le domaine de la formation dans le médical. Là, c'est un sujet extrêmement pointu. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, si tu veux, parce que c'est pas un sujet qui était totalement étrange. Et deuxième sujet, l'archéologie et l'histoire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, alors on travaille avec des archéologues, ça c'est le premier truc. Et dans les domaines qui m'intéressent, une des grandes chances, c'est de me permettre de travailler avec des gens qui ont des compétences différentes des miennes. J'ai travaillé avec des mécaniciens, j'ai travaillé avec des gens du domaine de la santé, c'est-à-dire chirurgiens, infirmières ou autres, travailler avec des gens dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire. C'est passionnant de devoir et de se confronter finalement au langage des autres. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et l'informatique est un sujet de communication, et la réalité virtuelle en est un autre de manière particulière. Donc sur l'archéologie, le problème particulier est le suivant. Un archéologue, il fait des fouilles. Et comme vous le savez, quand il fait des fouilles, il détruit. Il détruit parce qu'il est obligé de gratter, il est obligé de défaire, etc. Et quand il détruit, pour un archéologue, c'est un crève-cœur. Donc une partie des artefacts peuvent être conservés en ne détruisant pas ce qui est à l'intérieur de blocs de terre, de béton, de je sais pas trop quoi. Et donc dans ce cas-là, on utilise des dispositifs médicaux, scanners, tomographes, microtomographes, etc., pour aller inspecter en virtuel ce qu'il y a à l'intérieur d'une gangue de terre, de ce que vous voulez, pour donner la capacité après à un utilisateur qui maintenant est un archéologue d'aller faire une fouille virtuelle pour aller vérifier si dans l'objet il y a quelque chose d'intéressant, si il faut le préserver, le garder, ou s'il faut le fouiller pour en savoir plus. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que tout le process permet aussi d'avoir une trace numérique que l'on peut conserver de l'élément en état avant qu'il ait été exploré quand on a décidé de rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on était en interaction avec un environnement et qu'on fabriquait des choses, qu'on pouvait agir dans cet environnement. C'est une application qui permet d'agir et donc de faire une fouille virtuelle, par exemple. On est aussi dans des phases où on fait des simulations d'objets pour les remettre dans leur contexte d'usage, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont sensibles, qu'on peut pas mettre à disposition de tout un chacun pour jouer avec, et ce qui permet d'avoir des informations assez capitales sur à quoi ça pouvait servir, etc., et donc d'expérimenter avec. Non, c'est extraordinaire. Oui, Je pense que le grand public voit cette question de l'archéologie, de l'histoire très ancienne, à travers ces émissions qu'on voit souvent, qui font revivre d'exploration, et puis en Égypte ou ailleurs. Oui, et qui font revivre un peu des personnages dont on voit bien que ce ne sont pas des acteurs en chair et en os, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Oui, alors en fait, je vois très clairement les émissions auxquelles vous faites référence. C'est assez fréquemment fait sur des sites majeurs. Oui. Je pense en particulier les pyramides, etc., où on a vu énormément de mise en scène, numérique de ces choses-là, plus ou moins exactes d'ailleurs, mais ça c'est une autre affaire. Sans doute, oui. Parce qu'il y a quelques controverses quand même sur ces sujets, mais je suis pas un spécialiste mondial de ce problème, donc je m'exposerai pas plus. Par contre, effectivement, il faut bien comprendre que une urne funéraire gauloise qui est trouvée par chez nous a, entre guillemets, un petit peu moins d'importance médiatique. Ouais. Donc c'est sur ce genre de sujet qu'on travaille. Et donc c'est pour l'opérationnel de l'archéologue, dans sa vie de tous les jours, ici, pas forcément en Égypte. Et donc, alors, une autre question qui nous intéresse aussi, je pense, Félix et moi, c'est sur les arts. On voit de plus en plus d'œuvres numériques
qui se vendent maintenant, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir des films créés ou des petits documentaires créés qui aient une valeur artistique, non seulement artistique, mais une valeur aussi en tant que telle, alors, comme une œuvre. Oui, alors, sur le côté artistique et sur le côté œuvre, ce qu'il faut peut-être avoir à l'esprit, que les gens n'ont pas toujours non plus en termes de connaissances, c'est qu'il y a un grand historique d'expérience en interaction et en réalité virtuelle sous la forme d'œuvres et exposées dans les musées. C'est quelque chose qui n'est pas récent. C'est même presque au tout début, les gens ont commencé à faire ce genre de choses. Donc il y a des artistes, techniciens au sens où ils ont des compétences profondes à l'intérieur de ce qui se passe dans la machine, qui sont des précurseurs de ces choses-là. En fait, les précurseurs en général avaient la double compétence. Et après, il y a eu des artistes qui sont spécialisés sur ces sujets avec l'aide de compagnies ou l'aide d'industriels, des mécènes et autres, qui ont permis d'avoir des mises en œuvre expérimentales en site, effectivement. Alors moi, je pense, il y a un Français qui est connu sur le sujet, c'est Maurice Benayoun, qui fait ce genre de choses depuis plus de 20 ans. Donc c'est pour vous dire que ça date pas d'hier, et qui travaille sur des expérimentations interactives qui sont des œuvres et qui sont placées dans des musées. Donc il y avait, par exemple, les œuvres de cette nature sont toujours difficiles à décrire. Une œuvre est toujours difficile à décrire. Donc un exemple que j'ai en tête, c'est un environnement immersif dans lequel il y avait un paysage un petit peu apocalyptique, paysage de guerre, etc. Enfin, qui était symbolisé et présenté à un utilisateur. Et l'utilisateur, dans sa navigation dans cet environnement, qui était présenté sur des grands écrans, se déplaçait avec à sa disposition un appareil photo. Et cet appareil photo était évidemment équipé de capteurs et bardé de capteurs. C'était un artefact d'appareil photo. Et quand il captait une photo, quand il appuyait sur le bouton, il prenait un morceau de l'œuvre et il partait avec. Et donc il y avait comme ça une dynamicité liée à l'interaction. Et donc le spectateur suivant voyait l'œuvre moins ce qu'avait capté le prédécesseur. Et donc, ça pose la question, effectivement, de l'œuvre elle-même en termes de dynamique, et puis de ce que quelqu'un capture et part avec. Enfin, voilà, il y a quelques métaphores cachées derrière. Alors, archéologie, art, on a l'air d'être assez loin de la science, et pourtant, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes dans Voyage extraordinaire au pays des sciences avec Bruno Arnaldi, notre invité d'aujourd'hui, avec Jean-Louis Coatrieux, et c'est une émission qui est codiffusée avec Unidiver, le web culturel breton. Il nous reste assez peu de temps, Jean-Louis, alors oui, alors pose les questions essentielles. On pourrait continuer encore, je pense, pendant très très longtemps. Peut-être pour quand même pour les jeunes. Tous les profils, en fait, sont importants dans ce genre de... Là, on vient de parler de la création. On a parlé beaucoup d'informatique. On a parlé de sensoromoteur, sensoriel et de moteur. On a parlé d'applications qui sont extrêmement diverses. Que leur dire si un tel domaine les intéresse? Alors, il y a encore plein de choses à faire. Que tous les métiers sont... Voilà. Alors, comme tu l'as dit, le domaine est vaste. Et on en a vu un certain nombre déjà de gens qui peuvent s'intéresser, qui peuvent utiliser ces technologies, voire les développer. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les équipes qui travaillent sur ces sujets sont pluridisciplinaires. Avec des gens qui travaillent dans le domaine des SHS, sciences humaines. Parce qu'un autre élément fondamental, c'est quelle est la réaction de l'homme face à la machine. Oui. Et est-ce que cette machine, c'est-à-dire la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, permet de mieux comprendre l'homme? Et la réponse est oui. Parce que ça permet effectivement des études tout à fait spécifiques. Donc il y a des synergies assez fortes. Mais il y a aussi des domaines d'électronique, d'automatisme, parce qu'il y a des capteurs, il y a des dispositifs. Il y a de la mécanique, puisqu'il faut des systèmes qui sont capables d'évoluer dans l'espace, etc. Donc en gros, comme tu l'as parfaitement dit,
Il n'y a pas un seul profil. Ça n'est pas qu'un problème d'informaticien. C'est un problème d'énormément de disciplines qui vont des sciences dures jusqu'aux sciences humaines. Et tous les domaines sont utiles pour avancer. Je sais qu'il y a les gens ont souvent des aperçus qui sont un peu biaisés par les médias, qui ont souvent une vue un peu partielle des choses, mais globalement, il faut aller finalement des mathématiques jusqu'aux neurosciences pour traiter ces sujets. Et toute la panoplie entre ces éléments est tout à fait utile. Et alors demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous dit Félix, donc demain, qu'est-ce qui va nous arriver ? Voilà, demain, je peux caractériser ça sur le futur et les sujets qui intéressent les gens de manière très rapide. Quand on prend un casque de réalité virtuelle, un élément fondamental, c'est que on voit plus ses propres mains, on voit plus son propre corps, parce que le casque de réalité virtuelle occulte la capacité de se voir soi-même. Et donc, le corps virtuel que l'on présente à l'utilisateur et la capacité que ce corps va avoir à être pris pour le sien est une question fondamentale. Et la deuxième question fondamentale, c'est et si on modifiait ce corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'application ? Là encore, il y a des aventures extraordinaires qui commencent à être explorées et qui vont encore nécessiter des très 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 grandes expérimentations dans le futur. Un autre élément sur le futur qui est fondamental, mais qui existe depuis un certain temps et on n'a pas fait le tour de la question, c'est les lois du monde. J'en ai un peu parlé tout à l'heure avec la relativité d'Einstein et autres. Quelque part, on est face à un environnement physique avec ses lois, pour la lumière, pour les objets qui tombent, pour la mécanique, etc. Et simuler en temps réel des phénomènes aussi complexes que ce qui se passe dans la vraie vie, ça reste quelque chose de compliqué pour lequel il y a des études à faire sur les fractures d'objets, sur les changements d'état de la matière, sur un certain nombre de choses. Quand on fait des opérations en bloc opératoire virtuel, il y a de tout. Il y a du fluide, il y a du mou, il y a du dur, enfin bref, il y a plein de choses. Et en temps réel, avec quelques millisecondes pour calculer l'image suivante, c'est extrêmement difficile. Et troisième sujet, qui est un gros sujet aussi, c'est les équipements qui permettent de faire cette transmission d'informations entre l'humain et le calculateur qui fait les opérations. Et donc avec les capteurs, les effecteurs, le retour d'image, le retour de son, etc. Il y a toujours des progrès à faire. Je pense en particulier à des systèmes immersifs grand écran comme on a au laboratoire. Je pense que les gens n'ont pas tellement idée qu'on dispose de ce genre d'équipement dans un laboratoire. Donc on a un ordinateur dans lequel la taille de l'écran, c'est 10 mètres de large. Ah oui. Avec 10 mètres sur 3 en frontal, 10 mètres sur 3 au sol et 3 mètres sur 3 sur chaque côté. C'est tout ça alimenté par des projecteurs HD en nombre important. Et donc ça donne des qualités d'image, de perception qui plus est, c'est des projecteurs rapides. Donc on a des équipements de scientifiques. Là, ce sont typiquement des équipements de recherche. Absolument. On travaille avec des partenaires sur ces questions-là, évidemment. On n'est pas tout seul à travailler. Mais c'est des équipements qui nous permettent de faire des recherches fondamentales assez importantes, évidemment. Et quelques exemples rapides sur l'industrie, peut-être. On en a parlé un peu en venant. Oui, alors, dans l'industrie, il y a l'industrie des médias, qui est un grand consommateur de ces choses-là. Les studios virtuels, quand on fait de la télévision, enfin, tout ça, ça rentre pour une part dans ce genre de technologie. Donc publicité, cinéma avec les effets spéciaux. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très 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 courantes. Les jeux vidéo, évidemment, avec une industrie française en particulier qui est pas si mauvaise que ça, qui, je pense à Ubisoft, on en a parlé tout à l'heure, qui évidemment utilise des technologies qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour une industrie manufacturière. Les bases logicielles sont les mêmes. On utilise des outils qui sont les mêmes outils qu'utilisent les fabricants de jeux, et pour faire de la formation industrielle, par exemple. Et évidemment, un grand sujet qui a un très très grand développement dans l'exploitation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, c'est la formation. Pourquoi ? Tout simplement l'éducation. Oui. Éducation, alors qu'elle soit initiale ou professionnelle. Et l'intérêt majeur, c'est de permettre en particulier d'avoir un processus de formation très étagé, très progressif et très pédagogique. Et un deuxième élément qui est vraiment vraiment important, c'est que ça permet aussi d'avoir des situations qui seraient risquées dans la nature et dans la vraie vie, et qu'on peut former des gens sur ces situations risquées ou sur des situations où on ne dispose pas de l'équipement. Je pense à un truc
en particulier, une centrale nucléaire ou un TGV, on l'arrête pas pour former un TGV, pour former un stagiaire. Donc il vaut mieux du virtuel pour ça. Vous avez publié un livre qui s'appelle Réalité virtuelle et réalité augmentée, dans lequel vous soulignez justement, enfin bon, c'est une partie du livre, enfin vous dites que finalement c'est de plus en plus accessible au grand public parce que on a du matériel, qui n'est peut-être pas donné, mais qui est abordable. Et est-ce que ça va être un développement exponentiel ou... Oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un phénomène qui n'est pas terminé. Sur cette Jean-Louis, tu te rappelles les temps anciens, les équipements coûtaient vraiment des fortunes. Oui. Je pense que le prix d'une carte graphique aujourd'hui de base, c'est une centaine d'euros. C'est ça l'ordre de grandeur. Quand on a commencé à faire de la réalité virtuelle avec des dispositifs un peu importants, c'était le 1 million de francs à l'époque, la carte graphique. Donc on est sur une pente qui continue. Et donc on a une démocratisation qui est évidente avec une intégration des technologies qui est évidente. Ce qui me permet, et je suis évidemment d'accord sur cette évolution, d'alerter sur un tout petit point. Les gens n'ont pas tout à fait assez conscience des risques associés aux dispositifs bas coût. En particulier les casques de réalité virtuelle qui deviennent, on les a sur les supermarchés, et presque en essai libre. Il y a peut-être des précautions à prendre sur leurs usages, qu'il est bon d'alerter les gens sur ces questions. Je pense qu'il ne faut pas un usage trop prolongé et il faut être surtout attentif à éviter les enfants. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système visuel en cours de formation et il n'est pas exclu, alors manque d'études et de retours, qu'il puisse y avoir des effets sur le système visuel humain. Alors je donne juste un exemple. Qui est assez intéressant. Depuis qu'on est bébé, on apprend, lorsqu'on regarde la nature, à faire synchroniser deux effets que l'on pratique au niveau des yeux, qui est l'accommodation et l'avergence. Alors, pour comprendre ce qu'est l'accommodation et l'avergence, il suffit de mettre son doigt juste en face de ses yeux à 50 cm. Dans ce cas-là, j'accommode, c'est-à-dire je fais une mise au point sur cette distance-là de 50 cm où est mon doigt, et je contrôle mes yeux pour que les deux yeux se focalisent en termes de direction visée vers ce doigt. Donc, on a une synchronisation de l'accommodation et de l'avergence. Et vous déplacez votre doigt et vos yeux suivent ça. Tous les dispositifs de réalité virtuelle demandent à l'utilisateur de désynchroniser l'accommodation à l'avergence. L'accommodation se fait sur le plan de projection, un écran par exemple, et l'avergence se fait sur l'endroit en 3D où est supposé être l'objet. Je vous donne juste un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un trou là, où on regardait au sol et on était sur une planche. L'accommodation, elle est faite, quand on parle d'immersia, au niveau des pieds, à peu près 1,50 m. Le trou, s'il fait 30 mètres, on a une vergence qui fait à 30 mètres. Et là, c'est un grand écart perceptif. Et quand on est adulte, on a bien développé notre synchronisation, accommodation, vergence. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Si on n'a pas un casque trop longtemps sur les yeux, ça reviendra dans son état normal. Imaginez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui utilise de manière intensive ce genre de dispositif. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va lui arriver sur son système visuel. Parce qu'à un moment donné, il décorrèle ces deux trucs que l'on essaie de corréler dans la nature. Non, mais je pense que c'est très important. Oui, absolument. Félix, de prévenir sur ces choses-là, parce que c'est, je crois, très mal connu. Alors même s'il y a peut-être encore des expérimentations à faire pour les confirmer, etc. Oui. Je pense que là, peut-être qu'un peu de précaution pour les enfants est souhaitable. C'est d'autant plus grave sur le plan de l'information que, les fabricants de dispositifs ne le signalent pas, ou très peu. Donc quand on va acheter un casque, il n'y a pas les petites notices, ou très très peu, qui soient vraiment extrêmement clairs pour le commun des mortels. Ça, c'est un truc un peu grave, de mon point de vue. Et il y a un deuxième truc qui est grave, c'est que la majorité des gens qui développent des applications de réalité virtuelle le savent pas non plus. Ah oui. Voilà, donc ça donne deux facteurs aggravants, à mon avis.
Toute petite dernière question, Jean-Louis, avec une toute petite réponse, Bruno, c'est possible? Oui, alors je sais pas, à toi l'honneur, si tu en as une. Non, pas, mais je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, et non, que c'était pour dire que Bruno nous a donné quelques références qui vont être affichées pour ceux qui vont écouter l'émission. Ils pourront se référer à un certain nombre de documents, dont certains sont importants et d'accès libre. Et donc, c'est une sorte de cadeau de Noël qui nous faisait, puisque c'est la dernière émission avant Noël sur les voyages extraordinaires dans le monde des sciences. Et donc, le rendez-vous prochain, ce sera 2022. Oui. Et je crois que ce sera une charmante jeune femme qui viendra nous parler, qui s'appelle Florence Razan. Et elle nous parlera d'un sujet qui s'approche beaucoup plus de l'électronique, la microélectronique, peut-être tout ce qui est petit, mais qui est dans tous les instruments que nous utilisons aujourd'hui. Voilà, donc ce sera un nouveau voyage. Merci Bruno. Merci. Ça a été fascinant. Oui, absolument. Et on a beaucoup de sujets à explorer du coup. À la suite de ce que tu nous as... Il y a un peu de lecture, donc avec deux positionnements grand public et un peu plus spécialisés. Alors, à mon tour de vous dire merci, Bruno. Merci Jean-Louis d'avoir animé cette émission passionnante. Merci à toutes et à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, on souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde. Au revoir à tous. À bientôt.